Bienvenue dans cette théma. Le temps est venu de parler de liberté, de nos libertés menacées, de notre vie privée, qu'il est de moins en moins d'ailleurs. Il est temps de parler de ceux qui nous surveillent à chaque instant, au motif que c'est pour notre bien. Et puis, il est grand temps de parler de nous interroger. Pourquoi acceptons-nous ainsi, sans mot dire, d'être surveillés, épiés dans nos moindres faits et gestes? C'est le sujet de cette théma. Ce soir, ouvrez grand les yeux sur des vérités qui dérangent, ne détournez pas le regard, car il s'agit de nos libertés individuelles. Et il en va de notre démocratie, ni plus ni moins. Carte à puce, ordinateur, télésurveillance, les nouvelles technologies continuent de s'incruster dans nos vies. Tous les jours, nous semons des traces de nous-mêmes sans nous en rendre compte. Quelle menace pour notre intimité et pour nos libertés? Enquête. Oui aux nouvelles technologies, non au contrôle de la population. Partout dans le monde, des activistes luttent contre les risques de dérive technosécuritaires. Manifs, happening anti-caméra, piratage numérique, tous les moyens sont bons. Puis nous irons à Londres où vécut George Orwell, aujourd'hui capitale mondiale de la vidéosurveillance. 400 000 caméras, une mise sous contrôle total de la ville à laquelle les habitants sont même invités à collaborer. Tous des Little Brothers? Big Brother, un nom qui évoque immédiatement une émission de télé-réalité, où des volontaires s'enferment des semaines durant dans des conteneurs à la recherche d'une hypothétique célébrité. Aujourd'hui, il est temps de se souvenir d'un autre Big Brother, celui de George Orwell, qui, dans un roman intitulé 1984, fit de ce grand frère un symbole de l'État totalitaire. Un roman que beaucoup ont lu à l'époque comme de la science-fiction, mais si le totalitarisme épargne fort heureusement nos sociétés contemporaines, notre quotidien, lui, ressemble furieusement au monde orwellien de 1984. En effet, la vidéosurveillance se généralise, nos données biométriques sont prélevées et conservées, et bientôt nous pourrions être tenus de donner à l'État des échantillons de notre ADN. Sans oublier que les internautes, que nous sommes tous, laissent des traces. Le moindre site consulté, la moindre recherche effectuée sont soigneusement enregistrés dans de gigantesques bases de données. Et demain, de nouvelles technologies de surveillance feront leur apparition, comme les implants de puces électroniques dans le corps humain. Total Control, un film d'Étienne Labroue. On est aujourd'hui victime des outils qu'on a mis en place et on en est victime, oui, enfin implicitement on les accepte. Sinon, il faut ne payer qu'avec des billets de banque, ne pas avoir de compte en banque, éventuellement faire vivre du troc et ne pas téléphoner, n'utiliser aucun moyen moderne en fait qui soit raccroché un tant soit peu à un outil de communication. On peut évidemment connaître avec exactitude la totalité de l'activité Internet d'un utilisateur en particulier. On peut savoir quelle image il a téléchargée, à quelle heure il l'a téléchargée et sur quel serveur. Bien souvent, les gens me disent « Est-ce que vous avez le sentiment d'être dans une société désormais déterminée par le Big Brother ?» Je réponds toujours que je n'ai pas cette crainte-là pour une raison simple, c'est qu'on y est déjà. Quand on voit tout ce qui se développe en ce moment, en sachant que pour beaucoup de ces évolutions, les textes d'application ne sont pas encore sortis, donc on n'a même pas encore pu imaginer ce que ça allait donner. En plus, c'est mis en place, non pas dans la vraie vie, mais de façon un petit peu incolore, inodore et sans douleur pour les internautes qui ne se rendent pas compte des règles qui sont mises en jeu pour surveiller leur comportement. In 1949, George Orwell had a vision of the future. Today, that vision is still a best-selling novel. Avant le 11 septembre, Internet était vu comme un réseau libre sur lequel tout le monde pouvait s'exprimer, un formidable outil de liberté d'expression. Après le 11 septembre, on l'a vu
comme un outil qui avait servi aux terroristes pour s'organiser, donc un média dangereux. Il est parfaitement normal qu'un État cherche à poursuivre, éventuellement condamner les auteurs d'infractions. En revanche, l'État n'a pas à surveiller l'ensemble des comportements des citoyens en dehors de toute enquête judiciaire. Maintenant, aux États-Unis, les services de renseignement peuvent intercepter vos communications quasiment sans intervention judiciaire. À la fois, Internet, ça donne des outils fabuleux aux dissidents et aux journalistes pour s'exprimer, et à la fois, ça donne des outils fabuleux à ceux qui veulent les contrôler pour les arrêter. On s'est aperçu que Yahoo, depuis des années, collaborait avec la police chinoise pour arrêter des gens qu'on défend, pour arrêter des journalistes indépendants et des dissidents politiques. Les Chinois repèrent une adresse email suspecte. Quand ils voient que c'est une adresse Yahoo, ils disent voilà, donnez-nous accès à toutes les informations sur ce compte Internet. Et Yahoo, sans rien demander, fournit toutes les informations. En général, on ne va pas en prison simplement pour avoir surfé sur un site Internet. C'est arrivé en Tunisie avec le cas des internautes de Zarzis, qui eux ont été condamnés vraiment simplement parce qu'ils avaient surfé sur des sites islamistes ou jugés terroristes, entre guillemets. Mais en général, on est plutôt condamné parce qu'on a publié une information subversive sur Internet. Zarzis, c'était la ville où on habitait. Ils ont déjà mis des agents qui ont des spécialités en informatique et surtout en informatique réseau. Leur seul but, c'est de repérer des choses sur Internet, c'est tout. S'ils parlent de politique, d'islam ou quelque chose comme ça, ils seront directement en prison. Je suis sûr d'être surveillé sur Internet, même par la République française. Parce que j'avais une étiquette avant, on ne va pas me laisser comme ça. La loi sur la sécurité quotidienne de 2001 est une loi qui oblige les fournisseurs d'accès à Internet à conserver les fichiers logs pendant une durée d'1 an. C'est-à-dire les fichiers logs, là aussi, ce sont vos habitudes de consommation, de consultation sur Internet. We all live in the age of information. Every trace of our existence is computerized. Everything about us is encoded somewhere on a complex network of information. Une fois de plus, on va chercher à justifier cela en disant qu'il faut bien lutter contre le terrorisme. C'est une évidence, mais à mon avis, les moyens qui sont mis en place, cela va bien au-delà de la lutte contre le terrorisme. C'est vraiment la mise en place d'un système de surveillance généralisée des citoyens. Une mise en partage sur un réseau peer-to-peer, par essence, c'est l'ouverture à un public extrêmement large, et pas simplement à votre voisin de palier ou à votre cousine, du contenu de votre disque dur. Toute mise en partage illégale d'un fichier copié peut être détectée sur Internet. Et comme ce sont généralement des comportements répétitifs, il y a des chances significatives d'être vus par des systèmes de repérage. Techniquement, je laisse des traces. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Je pense que je suis, de ce point de vue-là, détectable facilement. Il y a des experts pour ça. Nous avons des batteries de serveurs qui sont à l'écoute de ces réseaux de téléchargement. Ouais, c'est la gendarmerie. Nous avons la capacité de détecter plusieurs centaines de milliers d'infractions par jour, si elles se produisent, évidemment. Fondamentalement, je ne me sens pas dans l'illégalité parce que la législation n'est pas très claire. Rien n'est fait pour... Il n'y a pas un moment donné où on vous dit stop. Et je n'ai aucune idée de ce que je risque du fait de ce genre de pratique. L'anonymat des machines n'existe pas. C'est-à-dire une machine est identifiable par son adresse. L'anonymat des individus est garanti par les fournisseurs d'accès Internet. Et cet anonymat ne sera ouvert que dans des circonstances réglementaires et juridiques très particulières. Ici, on a l'original qui est donné par le client, et ici, on a les contenus qui sont trouvés sur Internet. Donc là, par rapport à l'original fourni par le client, on a ici une copie miroir qui a été retournée horizontalement.
Ça permet de piéger les radars du pauvre. Nos radars, eux, sont capables de reconnaître ce type de contenu. On parle de milices du net ou de police parallèle du net, ça n'est absolument pas le terme approprié. Il faut nous comparer aux radars automatisés le long du périphérique. Votre voiture était mal garée. Le modèle qui est en train de se mettre en place, ça n'est plus le système police-justice, c'est le système éditeur de logiciels, éditeur industrie culturelle et société privée de recherche des contrefaçons sur Internet. Lorsqu'un utilisateur vide ses données, en fin de compte, il efface que la première lettre de son fichier et le fichier est toujours entièrement présent sur le disque dur. En tant qu'expert à la Cour d'appel de Paris, je reçois une ordonnance de commission d'experts de la part d'un juge d'instruction et il me cite les scellés que je vais avoir à analyser et la mission qu'il me demande d'accomplir. Alors, on a ici un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus standard. Vous constaterez qu'il y a une description effectivement du cas, hein, et j'ai même un scellé à la cire, donc c'est très traditionnel, mais c'est suffisant pour protéger l'intégrité de l'équipement. Un disque dur effacé peut être récupéré, un disque dur formaté peut être récupéré, un disque dur qui a été abîmé par un virus, un disque dur qui a été abîmé par quelqu'un qui voulait cacher de l'information, oui, on va récupérer. Le disque dur est structuré avec un index et des données. Ce qu'on cherche, c'est accéder aux données qui existeraient encore, et on le fait grâce à l'examen des index qui existeraient encore, ou bien on répare les index. On peut tout retrouver ce qui a été fait sur un disque dur, que ce soit les fichiers qui ont été créés, modifiés, accédés ou effacés. Alors là, on va partir sur une date au hasard, donc en 2002, le 11 septembre 2002. On va augmenter la recherche pour aller plus précis. Alors, à 15h19 et 12 secondes, il est en train de regarder un fichier qui est effacé. Voilà, donc le gars là était en train de consulter justement un fichier Word avec des liens Internet. Et j'ai même été rechercher le lien Internet qu'il était en train de consulter dans le fichier Word. Voilà, il est en train de rechercher sur Nicolas Copernic. Si vous envoyez un email, effectivement, une lettre d'abord. La lettre, déjà, quand vous l'écrivez, laisse des traces sur le disque dur. Cette lettre, ensuite, vous allez la mettre dans un email, par exemple. Cet email laisse une autre série de traces sur le disque dur. Vous envoyez ça avec votre messagerie. Il y aura même des traces qui seront sur des serveurs de messagerie sur Internet. Comprenez bien que si vous voulez effacer quelque chose, il va forcément rester des traces. Lorsque l'on surfe sur Internet, eh bien, on va laisser tout un tas de traces qui, lorsqu'elles sont regroupées, peuvent permettre de savoir quels sont les goûts, les habitudes, la catégorie socio-professionnelle, les opinions politiques et religieuses des utilisateurs pour pouvoir ensuite leur communiquer de la publicité plus ciblée et vendre ses profils consommateurs. Les banquiers stockent de l'information privative sur vous et ils n'ont pas le droit de le faire et ils le font. Parce qu'ils font comme tout le monde. Ils ont votre dossier, donc pour le bon suivi du dossier, quand il sera transféré, on met une petite note sur, globalement, votre état de forme, si vous êtes plutôt quelqu'un de sympathique ou de désagréable, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et les dérives, on les aura de toute manière, et je ne vois pas comment on peut empêcher, simplement parce qu'on s'appuie sur des supports qui peuvent être réutilisés pour d'autres objectifs. It is no longer safe to transmit information. Phones, computers and satellites are all vulnerable. Sur l'Internet, on a les mêmes criminels que dans la réalité, si je puis dire, simplement le champ d'action est démultiplié. Les logiciels espions sont aujourd'hui disponibles sur Internet, donc les utilisateurs sont capables de prendre la main sur des machines d'autres particuliers. D'un simple clic, je vais pouvoir me connecter à la machine de la victime ici présente. Je tombe sur le bureau de l'utilisateur, je vois exactement ce qu'est en train de faire l'utilisateur, et là j'ai accès à toutes les données qui sont présentes sur le disque dur de la victime. Les gens susceptibles d'utiliser ces outils sont de deux types. Vous avez le jeune hacker qui souhaite prouver au reste du monde qu'il est capable de prouesses techniques. Et vous avez l'organisation mafieuse qui utilise ces outils-là pour essayer de récupérer des données sensibles afin de les revendre sur Internet. Soit pour une opération
de spamming, c'est-à-dire d'envoi de masse de publicité non désirée, soit pour aller, je dirais, en complément du phishing. Le phishing, c'est l'envoi d'un email se prétendant être d'une banque, d'un opérateur télécom ou d'un site d'enchères et qui va demander à la personne son identifiant, son mot de passe, son numéro de carte bancaire, son code confidentiel. Le phishing, c'est ni plus ni moins que de faire passer un site pour un autre, de collecter de l'information personnelle concernant les gens, donc qui peut être de l'information concernant leur vie privée, leur compte bancaire, des codes d'accès à des informations qui leur sont propres, à des fins détournées. Moi, je me suis fait piéger sur Internet. Sauf à être un tout petit peu informé, sinon vous tombez dans le piège. Et on ne va pas vous voler beaucoup, on va vous voler 20 €, 30 €. Vous allez évidemment vous dispenser de porter plainte parce que les sommes ne sont pas assez significatives. Il faut prévenir les gens autant que possible, même lorsqu'on reçoit un programme envoyé par un ami. Celui-ci n'est peut-être même pas au courant qu'il vous a écrit un mail, puisque c'est un virus qui se trouve sur sa machine qui vous écrit. Il ne faut pas trop angoisser, mais une certaine méfiance saine est tout à fait utile. Somebody's been trying to hack in and compromise my identity. You think somebody got my information off the internal network? Don't worry about this. I'll clean it up. Les cybercriminels ont effectivement constaté que c'était simple pratique, facile à dérouler puisqu'on peut le dérouler depuis n'importe quel pays dans le monde et que par conséquent c'était un outil qui était probablement bien plus efficace que d'aller cambrioler une banque avec un bas sur la tête et un revolver à la main. This is about robbing the bank, isn't it? You have to do whatever they want. I spent 20 years trying to protect this bank. How do you expect to get in and out of here? You design the software. You find me a way in. Beaucoup de procédures de phishing, d'auteurs de phishing, passent par des filières russes ou bulgares. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont ces pays ou des personnes, des nationaux de ces pays qui sont derrière. La délocalisation complexifie bien sûr l'action judiciaire. Dans des pays où des données personnelles sont beaucoup utilisées pour s'identifier, pour accéder aux services sociaux par exemple, comme en Amérique du Nord, ils ont tout de suite et très vite eu de gros problèmes de vol d'identité. Dans ces opérations de phishing, on va plus loin que de vous demander d'identifier un mot de passe. On va vous demander votre date de naissance, bien sûr le code confidentiel de votre carte, votre adresse. Et à partir de cet état civil, on va pouvoir construire une identité qui permettra à des criminels de pouvoir voyager. My name's Hope Cassidy. I just arrived from America and someone has taken my passport, my credit cards, my bank accounts, everything. Someone has taken me. Tomorrow you will be charged for a double murder. Là où les choses deviennent relativement dangereuses, c'est qu'on a l'impression inconsciente que parce qu'on se trouve en informatique, c'est-à-dire dans un monde formé de 0 et de 1, de oui ou de non, que l'on va pouvoir poursuivre 100% des infractions qui sont commises. Un logiciel intrusif, c'est un logiciel qui, sans qu'on connaisse sa présence, ou même si on connaît sa présence, on ne connaît pas forcément l'intégralité de ses fonctionnalités, ce logiciel va surveiller ce que vous faites et va envoyer un certain nombre d'informations à la personne qui l'a installé. Par exemple, Google Search permet de faire une copie provisoire pendant un mois du contenu de tous les ordinateurs que j'utilise simplement pour pouvoir me permettre d'accéder au contenu de tous ces disques durs. Oui, on vous trace, mais vous êtes tracé partout. Vous allez chez Auchan, vous faites vos courses. Si vous avez la carte Auchan, ils tracent l'ensemble de vos courses. Vous allez recevoir des lettres vous proposant des promotions sur des produits qui correspondent à votre profil. Vous êtes suivi partout, 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 partout. L'un des risques possibles, c'est que quelqu'un, par exemple un État, puisse chercher à distance, sans même se connecter sur son ordinateur. Il suffit de se connecter sur la copie qui se trouve chez Google pour recueillir un certain nombre d'informations. Pour moi, il y a un véritable danger démocratique. C'est pas comme ça qu'on fait dans une démocratie. Sur tous les sujets, on nous dit en gros, vous n'avez rien à cacher, donc vous devez être transparent.
On a simplement une vie privée. Même quand on rentre dans une entreprise, on reste un citoyen. Les droits doivent s'appliquer à chacun d'entre nous. On doit avoir une forme de liberté, d'indépendance et d'autonomie. L'outil permet d'établir des statistiques et de générer des rapports. Par exemple, dans ma liste, je vais descendre, et à un moment, je vois qu'il y a des sites adultes auxquels on a tenté d'accéder. Pour savoir qui a essayé d'accéder à ces sites-là, ou quels sont les sites accédés, je vois que le premier, par exemple, c'est www.beachbaby.com. Si je veux savoir quel utilisateur a accédé à ce site-là, c'était Marc. C'est vraiment le Big Brother qui est en marche avec ces techniques. Et de façon, et c'est là que c'est d'autant plus dangereux, c'est que ça se fait de façon parfaitement invisible. C'est-à-dire que si on obligeait les gens à la sortie de leur marchand de journaux, un agent assermenté qui leur disait « Bon, vous appelez comment? Quelle est votre adresse? Vous lisez quoi ?» Là, les gens se révolteraient. Ça se fait de façon parfaitement incolore, inodore et sans saveur sur Internet, et les gens laissent faire. Je suis extrêmement vigilant vis-à-vis du droit et de l'Internet. Le droit n'est pas la démocratie. Contrairement à ce que l'on peut croire, le droit est un des composants de la démocratie. Vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons tous les droits. C'est le vrai. Brûlez-le. Le plus bel état de droit que la Terre ait jamais porté, c'est l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que le droit permet effectivement la démocratie, à condition d'ajouter quelque chose en plus. C'est sans doute quelque chose comme la liberté. Et c'est effectivement la crainte d'un État totalitaire qui a conduit à la création en France très tôt d'une commission informatique et liberté. Les sociétés dites évoluées se disent aujourd'hui que les usages promis et permis par l'ensemble du développement technologique doivent être mis en place. Et parfois nous disons, mais c'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire. Le problème de toutes ces nouvelles technologies, c'est qu'elles sont à la fois banalisées, complexes et presque transparentes. C'est-à-dire que finalement, on a le sentiment qu'on n'est pas surveillé. Il y a une banalisation parce que par la force des choses, chacun s'habitue. Quand il y a une caméra quelque part, les gens disent tiens, il y a une caméra. Bien souvent d'ailleurs, les gens ont une réaction qui est quasiment de l'ordre de l'intérêt ludique, ce qui est quand même extraordinaire. Mais je pense que la racine de tout cela se tient dans la jeunesse. C'est-à-dire qu'en réalité, on a une grosse difficulté, c'est que les jeunes générations, qui ont toujours connu, au fond, l'ordinateur dans leur vie, n'ont pas du tout la même préoccupation et la même vigilance à l'égard de ces questions. Le livre bleu, c'est une réalisation de la filière électronique. Nous nous sommes aperçus qu'en France, nous n'avions plus de grands programmes stratégiques depuis 30 ans. Donc nous avons voulu écrire des exemples de grands programmes stratégiques qui pourraient servir le pays et notamment les besoins des citoyens. La sécurité est très souvent vécue dans nos sociétés démocratiques comme une atteinte aux libertés individuelles. Il faut donc faire accepter par la population les technologies utilisées et parmi celles-ci la biométrie, la vidéosurveillance et les contrôles. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la naïveté des responsables, naïveté cynique, qui découvraient que les techniques de contrôle et de surveillance, semblait-il, n'étaient pas très bien accueillies dans les régimes démocratiques. En fait, on préconisait l'utilisation de ces techniques modernes de cartes à puce, d'identification et donc de biométrie dès le plus jeune âge, donc dès l'école maternelle. Alors ça a fait hurler, je dirais, quelques personnes en disant « mais c'est scandaleux, mais pourquoi vous mettez ça dès l'école maternelle, c'est de l'embrigadement, etc. » Leur idée était d'introduire de façon festive des machines biométriques qui permettaient aux enfants de découvrir que grâce à leur pouce, un fragment de leur corps peut ouvrir un établissement, peut ouvrir le réfectoire. Pour des enfants, c'est assez
merveilleux, d'autant qu'à cet âge-là, ils ne mesurent pas que eux-mêmes sont surveillés sans qu'ils se rendent compte en faisant cet acte apparemment anodin. Tout ce qui est contrôle de sécurité, de transport, d'identification, de toute façon, on est parti pour augmenter ce genre de contrôle. On le voit bien avec les passeports numériques, on le voit bien avec les cartes d'identité, on le voit bien avec les cartes santé, où il y a toujours des cartes à puce avec des informations, je dirais, biométriques. On peut tout récupérer par rendre un Big Brother sympathique et attrayant. La possibilité pour les entreprises, effectivement, au fond, d'essayer d'initier aux enfants à ces développements technologiques comme la biométrie pour qu'ils s'y habituent, en soi ne me pose pas de difficulté, à condition qu'on réserve une place pour la pédagogie de la protection des données. Car moi, ce dont je rêve, c'est de vivre dans une société dans laquelle les citoyens exercent leur propre droit à définir l'équilibre qui leur paraît acceptable. Nous ne sommes pas là pour savoir si c'est trop ou pas assez. Nous sommes avant tout des industriels et nous mettons en place les systèmes, les équipements pour servir la police, la justice et l'armée. Comment se passe l'évolution du discours? Comme s'il y avait une passion dans l'esprit humain effrayante pour la suspicion. Comment de la suspicion portée sur certains sujets, une société arrive à une suspicion généralisée. Le système biométrique nous permet d'avoir à la fois une sécurité de badgeage et un certain confort, puisqu'en fait, c'est difficile de perdre sa main ou son doigt, alors qu'une carte magnétique, ça se perd facilement. Nous, en tant que représentants du personnel, nous voulions une reconnaissance du temps effectué par les agents et la proposition qui a émané de notre direction en est arrivée à un système de flicage, en fait. La sécurité n'est jamais très très loin du flicage, puisqu'en fait, à un moment, il faut bien surveiller les gens. Alors cette surveillance, on peut la percevoir de manière négative. En général, les gens qui n'ont rien à craindre la perçoivent de manière positive, comme un supplément de sécurité. Dans beaucoup de petites entreprises, il y a très peu de moyens pour les salariés de réagir. On vous impose une nouvelle technologie, vous la refusez. On va vous expliquer que vous refusez de travailler, ou on va refuser, ou on va vous dire que finalement vous avez quelque chose à vous reprocher. Nous avons sollicité la CNIL et il s'avérait qu'il n'y avait eu aucune demande d'accord de notre direction à cette époque. Il se trouve que la biométrie fait partie des exceptions dans la loi pour lesquelles il faut une autorisation de la CNIL. Alors le premier abus, ce sont toutes les sociétés ou collectivités locales ou autres établissements publics d'ailleurs, qui de temps en temps mettent en place des biométries sans avoir fait la procédure d'autorisation. La CNIL considérait que l'identification par l'empreinte digitale était quelque chose qu'on pouvait assimiler à une identification policière. Ce qui nous importait afin de protéger les agents face aux possibles atteintes aux libertés individuelles, c'était que ces mesures biométriques ne servent pas à constituer un fichier qui soit réutilisable à l'extérieur. On a finalement transigé sur le contour de la main parce que ça n'était pas assimilable à l'empreinte digitale policière. Si on nous pose le problème de l'utilisation d'une base centrale avec les empreintes digitales pour l'accès à un laboratoire de matières toxiques dans une entreprise, pour l'accès au tarmac d'un aéroport, à ce moment-là, ça peut se justifier. Donc on le voit, c'est chaque fois le critère de la proportionnalité qui doit s'imposer. La décision de la CNIL dont nous faisons l'objet a été une sorte de jurisprudence, puisqu'un certain nombre de structures publiques ont ensuite utilisé cette jurisprudence pour leur usage personnel, en particulier beaucoup de mairies. Ça, c'est vraiment la gestion du temps, complètement. Voilà. On gère le temps avec ça. Je vous montrerai le logiciel, qui est un logiciel vraiment convivial, qui permet de gérer correctement. Les gens savent toujours où ils en sont. Les bornes biométriques, c'est-à-dire où on doit faire preuve de sa présence physique, soit par l'iris, soit par l'empreinte digitale, sont des outils qui ont tendance à se développer. On pose sa main, tant que j'ai pas serré tous mes doigts, voilà. Et une fois que j'ai serré mes doigts, ça passe. Voilà. Le fait d'utiliser des systèmes biométriques très élaborés, simplement pour surveiller le temps de travail, nous semble abusif. Là,
Il y a des systèmes de badges qui sont tout à fait classiques, qui doivent répondre aux attentes. Ce qui émanait aussi de notre direction, c'est qu'avec une carte, nous aurions pu tricher. On peut pointer avec une carte, mais cette carte peut être donnée à n'importe qui. C'est plus difficile avec une main, bien sûr. Et c'était un des buts qu'on a poursuivi, c'était effectivement d'éviter la fraude. Le fait de dire vous êtes tous potentiellement des voleurs ou des gens qui abusent, c'est pas quelque chose de légitime, parce qu'on doit avoir confiance quand même à ses salariés. Quand les gens savent qu'il y a un certain contrôle, même s'il n'est pas effectué, ils font attention, un peu plus attention. Donc ici, l'intérêt de cette convivialité, il suffit de double-cliquer pour arriver dans la fiche de sa journée. On sait ses badges, on sait son arrivée, on sait s'ils ont eu des congés, c'est écrit. Tout ça, on l'écrit dedans. On veut tout surveiller d'un salarié, on veut surveiller à la fois ses comportements. Et donc, effectivement, on est soupçonneux vis-à-vis de lui, on ne lui fait pas confiance. Quelqu'un qui arrivera à 8h tous les jours pour commencer à 8h30, au bout d'un moment, on peut lui poser la question, pourquoi vous arrivez une demi-heure en avance tous les jours? Peut-être qu'on peut aller jeter un œil sur le téléphone, voir si la personne ne va pas utiliser le téléphone, le titre personnel. Non mais, voilà, il y a des raisons. Certains employeurs imaginent qu'on peut normer les salariés. Le problème, c'est qu'un homme, une femme, c'est pas une machine. Il a ses goûts, sa façon de voir la vie, les choses et son travail. Et les normes ne peuvent pas, sans provoquer de vrais dégâts psychologiques, imposer à une personne de nier sa personnalité. Toutes ces techniques modernes tendent à fortifier, à donner tous les arguments de la modernité à cette instance de surveillance. De façon négative, on peut se rapprocher de ce type de regard technique, scientifique, comme un regard qui met en danger la racine d'où naît en homme la parole, ce qui fait sa spécificité, comme le disait mon maître Lacan, d'être parlant. Genetics. What can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. Il y a un premier danger lié à la biométrie, c'est que les éléments biométriques ne sont pas révocables. C'est-à-dire en sécurité informatique, on ne peut pas changer d'empreinte digitale ou changer d'empreinte rétinienne comme on peut changer un mot de passe. 3, 2, 1... Too bad, you gotta die. Le fait qu'on parle beaucoup de police technique et scientifique, de criminalistique dans les films, dans les séries, etc., donne des idées aux délinquants. Pour faire une empreinte digitale, on a besoin du couvercle d'une bouteille en plastique, de la colle ultra forte, une caméra numérique, ainsi que de la colle pour le bois et une colle spéciale qui n'abîme pas la peau. Il y a eu des exemples depuis des années avec des espèces de doigts en caoutchouc, etc., qui tiennent plus lieu du côté ludique de la chose, à mon sens, même si c'était des attaques avérées. Les systèmes biométriques ont évolué par rapport à ces menaces qui vont arriver et que l'on ne connaît pas aujourd'hui. In the not-too-distant future, our DNA will determine everything about us. A minute drop of blood, saliva, or a single hair determines where you can work, what you're capable of achieving. L'ADN, il faudrait qu'on puisse le comparer rapidement, en quelques dixièmes de seconde. En l'état actuel, la technologie n'existe pas. In a society where success is determined by science. Mais on peut très bien imaginer qu'avec des puces ADN conçues pour ça, on fasse ce genre de mesures biométriques. L'ADN, on laisse des traces ADN dans des pots qu'on abandonne. Et donc, si jamais on devait envisager l'ADN, il faudrait que ce soit utilisé d'une façon bien particulière. But in a place where any cell from any part of your body can betray you, how do you hide? When we all shed 500 million cells a day. Welcome
to Gattaca. Bien avant la biométrie, le sujet disait à Freud « Je me sens observé, partout où je vais, on me voit, on me contrôle, on n'ignore rien de moi ». Et donc déjà l'esprit est préparé à rencontrer cette surveillance qui aujourd'hui s'incarne dans la réalité. Le passeport électronique répond effectivement à une exigence de sécurité, ou en tout cas à la mise en place de normes de sécurité pour réduire les risques de falsification ou rendre plus difficile, voire impossible, une contrefaçon. Les éléments qui ont été intégrés, ce sont bien sûr des éléments de sécurité physique, mais c'est aussi la puce électronique qui est désormais intégrée dans la couverture du passeport. La spécificité des photos que nous exigeons désormais pour la fabrication des passeports répondent à une norme de l'aviation civile internationale et qui exige à la fois des dimensions mais également des attitudes pour permettre à terme que ces photos puissent être utilisées dans les techniques de reconnaissance faciale. Après le 11 septembre et puis les attentats de Madrid, c'est un besoin totalement régalien de protéger les citoyens français par rapport à des attentats terroristes. Et dans la sécurité, il est évident que les techniques nouvelles électroniques ou de biométrie font partie de l'arsenal pour améliorer encore la lutte antiterroriste mise en œuvre dans un pays comme la France et surtout comme l'Europe. Il faut lutter contre les délinquants, mais en revanche, la sécurisation totale, c'est un leurre, et c'est un leurre dangereux et très dangereux pour les libertés, pour la vie privée, pour la liberté d'expression, etc. Big Brother, c'est tout le monde et personne. C'est-à-dire le Big Brother, en réalité, c'est une espèce de grand développement technologique que l'on met dans des usages qui peuvent être de toute nature, sous l'égide des exécutifs et des législatifs. Le marché électronique dans son ensemble croît de l'ordre de 7% par an dans le monde. Ça intègre tous les besoins des télécommunications, de l'informatique, de l'automobile. La sécurité, le marché de la sécurité doit augmenter plus fort que ça, et on peut estimer entre 10 et 20% par an. Nous avons une espèce de patrimoine commun tous ensemble, qui est forgé comment? Eh bien, par notre identité à tous, par nos droits fondamentaux à la protection des données inhérentes à notre personne. Eh bien, c'est un capital global, humain, qu'on doit tous ensemble protéger. Quand les technologies dont nous parlons seront allées trop loin et qu'elles auront entamé ce capital, on ne pourra plus le reconstituer. Il n'y a pas de risque que les individus soient à terme tous identifiés par une puce qui serait placée sous la peau, peut-être à la naissance. Tout ça relève un peu de la science-fiction. RFID, c'est en anglais, c'est Radio Frequency Identification, donc identification par radiofréquence. Un tag RFID est constitué de deux éléments, une puce et une antenne. Ces deux éléments vont être connectés ensemble et c'est ce qu'on va appeler l'étiquette électronique ou le tag RFID. À partir de là, on va avoir un système émetteur ou récepteur qui va s'appeler la station de lecture, qui va permettre de communiquer avec cette étiquette. Et on aura à ce moment-là un transfert d'informations qui va se faire entre l'étiquette RFID et la station de lecture. Les informations qui sont dans la puce sont un petit peu celles que va vouloir l'utilisateur ou le client final. On va vraiment rentrer les informations qui seront propres au produit et qui vont pouvoir éventuellement dans le temps évoluer. Donc ce sera vraiment le passeport du produit. On peut cacher les étiquettes RFID en les cousant dans la couture d'un vêtement. Elles peuvent aussi être dissimulées entre les couches de semelles de chaussures ou glissées entre les épaisseurs de carton des paquets d'emballage. Il est donc fort possible qu'il y ait une étiquette RFID sur quelque chose que l'on porte ou que l'on tient sans même qu'on ne le sache.
Les applications RFID que l'on a depuis 10-15 ans sont sur des produits de luxe, où là encore il y a un souci, je dirais, aussi de marquage et de contrefaçon. Le secteur hospitalier également a été une très forte demande. Et puis les grands secteurs comme le courrier, le tri postal, l'industrie du bagage. Le gros avantage de la technologie RFID, c'est qu'elle permet de stocker et de transférer des quantités d'informations beaucoup plus importantes que les étiquettes classiques, que ce soit des étiquettes code-barre ou des étiquettes imprimables. Donc pour nous, c'est tout à fait intéressant de pouvoir embarquer de l'information sous forme numérisée, de la faire voyager avec l'échantillon, de pouvoir l'échanger avec d'autres banques. Et puis, bien sûr, on a un problème qui est commun à toutes les informations médicales, qui est un problème de confidentialité. Il y a un certain nombre d'informations qui sont des informations médicales, qui ne doivent pas tomber entre toutes les mains. Et pour nous, donc, c'est important qu'un outil qui va faciliter le transfert d'informations assure néanmoins le respect de la confidentialité et ne puisse encore une fois être lu que par les gens qui y sont autorisés. Cette technologie est parfaite pour pister quelque chose ou quelqu'un. C'est très efficace pour un tel objectif. C'est pour cette raison que Walmart l'utilise pour suivre les paquets qui arrivent dans leurs entrepôts. Mais cela donne aussi aux compagnies la possibilité de suivre à la trace leurs clients. L'étiquette RFID peut se lire sans être vue. Plusieurs étiquettes RFID peuvent être lues en même temps, contrario au code à barre. Ce qui veut dire qu'on va avoir là une possibilité de lire toutes ces informations très rapidement sans voir l'étiquette RFID. Aujourd'hui, votre canette de soda et la mienne ont le même code barre. Avec les étiquettes RFID, chaque canette aura son numéro individuel et unique. Pas un objet sur Terre n'aura le même numéro. Quand j'achète une paire de chaussures, on peut savoir que l'article 308-247 correspond à la chaussure droite de Catherine Albrecht, car elle l'a payée avec sa carte de crédit à telle date et à tel endroit. Dans l'avenir, je pourrais être pistée. Si l'un des lecteurs d'identification RFID lit ce numéro, on verra qu'il correspond à ma chaussure droite qui se trouvait à tel ou tel endroit. On saura ainsi qu'il y a de fortes chances que je portais bien cette chaussure à cet instant T. Nous avons limité l'utilisation de la RFID concernant l'étiquetage des marchandises. Nous la refusons. On ne doit pas pouvoir mettre des étiquettes sur des marchandises que les gens achètent, portent, louent ou utilisent de quelque manière que ce soit. Cela risquerait de poser de sérieux problèmes. Le problème, c'est la possibilité, effectivement, de doter des personnes de puces, je l'espère avec leur consentement. Et à ce moment-là, le problème qui se pose, c'est effectivement de savoir si nos concitoyens pensent qu'il est justifié, j'ai vu qu'en Espagne, par exemple, ça se faisait, de se faire implanter par une seringue une puce RFID pour entrer dans un club, un établissement quelconque. Nous sommes les premiers au monde à avoir utilisé la puce comme moyen d'accès à une zone VIP et comme moyen de paiement aussi. Je suis l'infirmière qui implante les puces ici dans la zone VIP de Baja Beach Club. J'ai implanté un peu plus de 90 personnes. Ils te mettent la seringue comme ça et ça fait un plip. On le voit, c'est comme un petit grain de riz blanc qui rentre sous la peau. Elle se place sous la peau et ne touche donc aucun muscle ni aucun organe vital, c'est sans risque. Là, il y a une sorte de piston. Une fois que l'aiguille est enfoncée sous la peau, on appuie sur le piston qui, grâce à un dispositif de sécurité, place la puce sous la peau de manière à ce qu'elle ne puisse pas remonter. On n'a pas besoin d'amener d'argent, de présenter de carte d'identité, ni quoi que ce soit, puisqu'il t'identifie avec le lecteur. C'est plutôt pratique. Les données contenues sur la puce, je crois que c'est mon nom, un numéro de contact, mais ça, j'en suis pas sûre. Et le seul qui me reste. C'est comme un tatouage invisible. Les gens me disent qu'ils ne s'implanteraient pas une puce, mais moi, je suis sûre qu'un jour, ils en auront tous une sous la peau.
Nous allons bientôt installer un lecteur de puces devant la porte d'entrée du club pour que les clients puissent entrer et sortir tout seuls, comme s'ils étaient chez eux, sans avoir besoin de passer à chaque fois devant un portier. C'est une façon très VIP de rentrer en boîte, sans avoir besoin de parler à personne. Je suis arrivé ce matin pour me faire enlever une puce électronique que je me suis fait implanter dans le bras. Quand je me la suis fait implanter, c'était à minuit. Il y avait de la musique, j'avais un verre de caipirinha à la main. Ça fait partie des interventions un peu casse-pied, je dirais plutôt. Mais c'était pas sous la peau du tout, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire. En fait, c'était absolument pas sous la peau, c'était dans le muscle. L'infirmière du Barra Beach Club qui m'a implanté la puce me disait que c'était entre la peau et le muscle. Il s'est avéré qu'apparemment, elle était beaucoup plus profonde et qu'elle était dans le muscle. Pour la première fois, un dispositif électronique peut être encapsulé et implanté dans le corps humain sans risque ni effet secondaire. Rien qu'à Mexico, on dénombre 1 millier de personnes implantées, principalement pour des raisons médicales. Si j'ai par exemple un accident, les urgences ou les médecins de l'hôpital qui m'accueillent ont juste à appuyer sur le bouton qui est ici pour récupérer automatiquement un numéro spécifique et unique de 16 chiffres. Relié à une base de données, ce numéro permet d'accéder aux données personnelles du patient, à son identité, comme son nom, son âge, son état de santé, ses antécédents, le type d'assurance dont il dispose, les données personnelles, qui prévenir en cas d'urgence. Les implants et l'utilisation de ce dispositif existent depuis 2004. Nous avons donc déjà pas mal d'hôpitaux équipés, des assurances, également des cliniques privées, des consultants et des médecins privés. Je n'ai aucun doute, nous allons assister très prochainement à une violente explosion du marché de la RFID. Dans le futur, et je parle d'un futur très proche, on peut imaginer des applications avec des puces qui contiendront toutes tes informations personnelles, ton passeport. À Mexico, par exemple, où nous travaillons avec l'Institut fédéral électoral, la puce pourra servir à la fois de carte de lecteur, de carte de crédit. On peut aussi imaginer implanter une puce sur un enfant ou un adulte et installer des lecteurs un peu partout dans la ville, dans les boutiques, les édifices publics, etc. Au moment où la personne implantée passera à proximité d'un de ces lecteurs, le dispositif détectera automatiquement sa présence, puis transmettra l'information à une base de données qui permettra de localiser la personne en temps réel. Mexico a été précurseur sur cette technologie, grâce à une entreprise mexicaine et des ingénieurs mexicains pour des applications au Mexique. Il m'est arrivé une aventure assez incroyable quand même. On est venu, une quinzaine de personnes ou 12 personnes chez moi, un dimanche soir, pour m'enlever. Les enlèvements ne sont plus des histoires des rançons comme dans les années 70 et au début des années 80. Aujourd'hui, l'enlèvement est devenu une véritable industrie comme n'importe quelle autre activité.
Au Mexique, il y a des gens, certains groupes de personnes, qui se sentent menacés plus que d'autres par l'insécurité, et essentiellement par les enlèvements. Ce qui a pour effet d'accroître les besoins de sécurité et donc la création d'un marché de la sécurité développé par des compagnies privées. Dans certains cas, les entreprises ont proposé d'implanter des puces pour localiser les membres de la famille qui pourraient être éventuellement victimes d'enlèvement. Ils m'ont d'abord emmené dans la bagnole et puis après ils ont commencé à me palper. Alors je dis pourquoi tu me palpes? Oh ben on veut savoir si tu n'as pas un appareil où on puisse te détecter de n'importe où par satellite. Ici même à Mexico, les entreprises qui investissent dans ce type de puces implantables les offrent carrément, gratuitement. Et nous savons que les gens qui ont peur d'être victimes d'enlèvement, ceux que nous appelons les séquestrables, utilisent déjà la puce implantable. La prochaine étape à court terme sera la combinaison de la technologie RFID et du GPS. Si vous êtes menacé, vous appuyez sur le bouton d'urgence de cet appareil de localisation qui n'est autre qu'un objet du quotidien. En appuyant sur le bouton, vous déclenchez en 7 secondes une alarme et un appel téléphonique qui retentissent ici dans nos bureaux et provoquent automatiquement une réaction de nos services pour vous localiser avec une marge d'erreur de moins de 12 mètres. Le RFID et le GPS sont deux technologies qui ont déjà commencé à converger. À moyen terme, il y aura beaucoup plus de produits qui combineront ces deux technologies. Dans les années à venir, le développement du GPS et du RFID amènera de nouvelles applications qui répondront à de nouveaux besoins. Le plus probable, c'est que dans un futur très proche, on puisse implanter dans le corps humain une puce RFID équipée d'un GPS. Pour l'instant, les gens utilisent cette technologie pour des raisons sécuritaires et de tranquillité. Mais je ne peux pas affirmer que ça ne changera pas, pourvu que nous ne connaissions jamais plus une situation comme celle de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la technologie a été utilisée contre l'humanité. Si c'était le cas, cela pourrait recommencer, c'est une possibilité. Quand les spécialistes de la RFID, de la vente ou ceux qui travaillent dans le domaine de la surveillance parlent du futur, ils parlent d'un monde dans lequel à chaque fois que vous franchirez une porte, que vous vous promènerez dans un parc ou que vous vous baladerez dans la rue, un ordinateur quelque part vous regardera. Il enregistrera chacun de vos mouvements et conservera des informations sur tout ce que vous portez et utilisez, jusqu'au point de connaître la taille et la couleur de vos sous-vêtements. Cette vision du futur que les partisans de la RFID nous imaginent me paraît effrayante. Dans ce futur, il n'y aura plus de confidentialité. Nos enfants grandiront sans même savoir ce qu'était l'intimité. Malheureusement, quand vous autorisez ce type de surveillance, alors ceux qui collectent l'information ont le pouvoir. En fin de compte, cela permet aux sociétés les plus influentes et aux gouvernements de pouvoir en abuser et de l'utiliser contre la population. On entre dans une société où aujourd'hui on peut être surveillé par une caméra, on peut être écouté. Par la biométrie, on va pouvoir déterminer vos passages à tel ou tel endroit parce que vous en laisserez la trace. Et par l'utilisation des puces, par la géolocalisation, on peut tracer des personnes à distance. On sait où elles se trouvent, etc. Pris isolément, chacune de ces technologies est probablement maîtrisable. Mais personne ne sait dans quel type de civilisation nous nous retrouverons dans 10 ou 15 ans lorsque tous ces systèmes-là se seront mis en marche, se conjugueront, se combineront.
D'autant plus qu'il faudrait ajouter à cela toutes les législations nouvelles en matière de sécurité, de lutte contre la criminalité, le terrorisme, qui chacune mettent en place des usages nouveaux de ces technologies, qu'il faudrait donc aussi envisager en même temps que les technologies elles-mêmes. Donc la difficulté, elle est là. Quel type de société ça nous donne dans quelques années ? Il est surprenant de constater à quel point nous acceptons sans sourciller d'être fichés, tracés, contrôlés. Bien sûr, c'est pour notre sécurité. On nous le serine depuis longtemps, surtout depuis les attentats du 11 septembre. Un argument fort. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre des nouvelles technologies de surveillance, nous dit-on. À tel point que nous avons fini par le croire. Un argument dangereux. Pour s'y opposer, certains ont choisi d'entrer en résistance. Rien de très organisé. De simples poches de résistance se sont créées ici et là, comme chez les pirates informatiques du Chaos Computer Club ou chez les nouveaux hippies qui s'arrangent pour vivre leur vie dans l'angle mort des systèmes de surveillance. Comment font-ils ? Ils ne portent sur eux aucun appareil qui utilise une puce électronique pour que leurs faits et gestes ne laissent aucune trace. Certains vont jusqu'à détruire les infrastructures qui pourraient les surveiller. Une position extrême. Mais la plupart sont des collectifs citoyens qui défendent avec humour et intelligence nos libertés individuelles. Petit tour du monde de ces citoyens résistants avec David Carr Brown. Regardez résistant.com. Pétition au kilomètre ou pitrerie de potage comme ici à Paris devant le siège de la SAGEM, l'un des leaders mondiaux des systèmes biométriques. L'opposition civique contre Big Brother a des allures de drôle de guerre. Ça va aller dès le matin. Face aux technologies de surveillance qui colonisent nos sociétés, l'inquiétude grandit chez les résistants au tout sécuritaire qui inventent au jour le jour de nouvelles ripostes. En fait, on vous arrache tout. On a fait une OPA. Nos activités sont de multiples types. Elles sont un peu à l'image de notre révolte. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de manier un peu l'humour, la dérision face à des gens qui ont le pouvoir et qui n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont raison. On manifeste aussi notre colère en occupant des lieux, en soutenant des actions qui sont des fois plus radicales que les nôtres. Et on est un peu en réseau avec toutes les formes de révolte contre la vidéosurveillance et les atteintes aux libertés à travers les nouvelles technologies. On va oublier. Souriez, vous êtes filmé, c'est le nom de ce collectif. Régulièrement, depuis plusieurs années, tel un bataillon à rien inoffensif, ils envahissent les lieux publics pour masquer les caméras de surveillance. En France, en Angleterre, en Allemagne ou aux États-Unis, des activistes multiplient ce type d'opération. Subversive et politique disent les uns, naïve et tellement dérisoire, rétorquent les autres. Surréaliste souvent, en tout cas comme ce happening interventionniste improvisé dans les rues de New York, histoire de jouer à cache-cache avec la police fédérale.
Pendant que les uns dansent, d'autres décernent des prix. Les Big Brother Awards décernent chaque année, dans les fous rires et une certaine intimité, le prix des chevaliers les plus zélés de la surveillance organisée. En fait, l'idée, c'est de récompenser ceux qui sont illustrés en matière d'atteinte à la vie privée, les Big Brother, en fait. Ceux qui prônent la surveillance, ceux qui utilisent des artifices de langage qu'on appelle la novlangue pour arriver à conditionner les gens à accepter le contrôle, que ce soit des technologies de contrôle, des lois, des pratiques. La novlangue, dans 1984 de George Orwell, c'est une phrase comme « la guerre, c'est la paix », qui me fait étrangement penser à une phrase qu'on entend beaucoup depuis les attentats du 11 septembre 2001, qui dit « la première des libertés, c'est la sécurité ». Quand j'entends des gens qui disent ça, et vu ce que ces gens font de la sécurité, on est vraiment dans le règne de la novlangue. Et c'est aussi une manière pour nous de récompenser ceux qui résistent à cette société de surveillance qui est en train de se mettre en place au travers de prix qu'on appelle les prix Voltaire. The winner is Monsieur Nicolas Sarkozy. Les Big Brother Awards, c'est bien. Mais c'est fait par des trentenaires, des quadras, des quinquas. Et je pense pas qu'en termes d'esthétique, ils rallient le kids. Le mec qui a entre 12 et 18 ans. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai fait le guide du renard, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que j'utilise ce terme radicool, c'est-à-dire une esthétique cool, un point de vue radical, où j'avais aussi dit le grand méchant cool, c'est pour capter le 12-18. C'est lui qu'il faut contaminer par des idées subversives. Si tu ne travailles pas sur le kids, donc 12-18 ans, les mecs vont se faire bouffer par les discours marketing, par les MTV, par l'industrie de la culture. Et là, t'as perdu si les mecs, tu les as pas touchés à ce moment-là. Je pense que c'est là qu'il faut commencer à leur mettre des grains de sable dans la tête pour qu'ils s'ouvrent sur ces possibles. C'est possible d'exister par soi-même. Non pas au travers d'une communauté mise au point par une marque X ou Y, mais par une communauté d'amis qui réfléchissent sur les mêmes thèmes, sur les mêmes idées de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va devenir, à quoi sert cette technologie, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut en jouir. Oui, Nicolas, toi petit Nicolas qui veut devenir grand, trop petit pour apparaître dans les écrans de vidéosurveillance. Que certaines personnes aient trouvé le chemin de l'humour pour arriver à combattre d'une certaine façon les lois sécuritaires. Et vous évoquiez, il était évoqué les Big Brother Awards ou d'autres mouvements. D'abord, ils sont totalement groupusculaires. Et deuxièmement, l'humour, certes, est un moyen merveilleux de se libérer du carcan, mais il ne constitue pas une réflexion politique de fond qu'il faut mener pour constater, à partir du constat de l'état de notre société, et voir que les remèdes apportés depuis 30 ans à ce qu'on nous a présenté comme étant le déchirement d'un tissu social est en réalité une régression considérable de nos libertés individuelles. Ennemi redoutable et moyen dérisoire, force est de constater que dans cette résistance brouillonne et éclatée, la radicalité a de faux airs de patronage. On n'est pas tous prêts, moi le premier, à faire tout pour refuser d'être surveillé. Sinon, je te dis, j'aurais pas de téléphone, j'aurais pas d'internet. J'essaierais justement de marcher dans la rue en repérant les plans où il n'y a pas de caméra. Qui est prêt aujourd'hui à le faire? Qui est prêt à aller jusque-là? Et ça se compte sur les doigts d'une main.
démocratie un peu douillette, on a un peu de mal à savoir à faire le tri, quoi. Les vrais résistants, on est tous un petit peu, quoi, mais faut pas confondre les résistants intello et les résistants actifs, quoi, qui sont généralement qui déclarent pas, enfin qui disent rien et qu'on connaîtra jamais, et tu en retrouveras jamais d'ailleurs. Voilà. Les clandestins. Et les vrais clandestins, ouais. Ouais, mais j'espère que ça existe. Et dans le maquis très désorganisé de tous ceux qui s'inquiètent de cette surveillance endémique, on trouve de tout. Des activistes radicalo-naïfs, des réflexions d'acteurs politiques ou de la société civile, des réfractaires aux cartes à puce et autres objets de traçabilité, ou des hackers aux airs de premier de la classe qui retournent la technologie à l'envoyeur. Les représentants du groupe Quintessence ont ainsi réussi depuis leur clavier à aveugler des réseaux entiers de vidéosurveillance. Nous ne vivons pas encore dans un monde de surveillance totale, mais nous en prenons le chemin. Aujourd'hui, on a de plus en plus l'impression que le citoyen est perçu comme un risque pour la sécurité, comme un suspect potentiel qu'il faut de plus en plus surveiller. Le pouvoir de surveillance des administrations croît de jour en jour. Dans un premier temps, il faudrait sensibiliser les gens à la méfiance envers les affirmations des industriels de la sécurité qui prétendent que les caméras créent la sécurité, que les caméras empêchent les crimes. En réalité, ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est beaucoup plus complexe. Le problème de la criminalité ou des drogues doit être appréhendé d'une façon globale et pas seulement avec le bâton sécuritaire. En premier lieu, il s'agit de familiariser les gens avec cette problématique, afin qu'ils ne restent pas indifférents, d'attirer leur attention et de susciter la prise de conscience du problème. Une fois obtenu ceci, la suite sera plus facile. Mais les pirates informatiques, au-delà de la vidéosurveillance, ont une autre cible, les systèmes biométriques et les puces RFID, ces codes-barres invisibles et lisibles à distance qui envahissent nos objets quotidiens. La performeur américaine Meghan Trainor s'est ainsi fait implanter ces puces dans le corps pour en jouer comme d'un instrument mêlant organique et électronique. Une façon pour elle de maîtriser la technologie, de la détourner et de se l'approprier. Left in a landfill, 2053. On peut imaginer qu'il est en train de se mettre en place par un certain nombre de petits appareillages que nous produisons dans les sociétés occidentales dites démocratiques, des éléments qui doivent nous obliger à penser que peut-être nous sommes en train de construire une nouvelle forme de totalitarisme que nous n'avons jamais connue, soft, discret, souple, au titre de la surveillance permanente. Are you a machine? Do you need a machine? Are you surrounded by machines? Do you need a network? Do you need a cable? Maintenant, on va parler un peu des raisons pour lesquelles je me suis fait implanter une puce RFID dans le bras. Puis Jonathan Westius, qui travaille à Moral et qui est un hacker incroyable de matériel informatique, va nous parler de son dispositif Proxmark 3 qu'il a utilisé pour cloner ma puce RFID. Nous allons donc lire un Ali. Ce hacker de 23 ans a réussi à cloner une puce RFID comme celle que l'on trouve dans les nouveaux passeports. Il peut lire et reproduire les informations qu'elle contient en quelques secondes. Ok, ce petit bip que vous n'avez pas entendu montre que le lecteur de puce a bien marché. Là, il affiche son identification RFID, numéro 1022, puis plein de zéros, puis 47063. Il compose simplement un numéro d'identification unique. Maintenant, lisons son bras avec mon lecteur RFID. C'est le même numéro qui s'affiche, 47063. Je me suis fait implanter une puce pour une seule raison, l'expérimentation, pour vérifier si on pouvait bien la dupliquer. Et effectivement, un quart d'heure après avoir rencontré Jonathan au café,
Nous avions cloné cette puce. Une puce implantée sur un animal de compagnie sert à l'identifier s'il est perdu, puis à le rendre à son propriétaire. Quand vous prenez cette même puce pour lui donner une fonction commerciale ou financière, pour qu'elle serve d'outil de paiement, c'est une toute autre brèche qui s'ouvre sur le plan sécuritaire. La plupart des puces RFID ne sont pas sécurisées. Pour un hacker, elles sont si simples qu'elles n'ont pas d'intérêt. Ça, c'est très inquiétant pour les consommateurs. Ces portefeuilles électroniques ont peu d'intérêt pour un hacker, parce qu'on peut les désosser sans problème, même en dormant. Il y a beaucoup de choses très simples que les gens peuvent faire pour se protéger. Il faut se concentrer sur les droits des individus pour aller à l'encontre de cette technologie, pour la hacker et communiquer toutes ces informations aux citoyens. Les plus célèbres pirates informatiques vivent à Berlin. Hackers, pour la bonne cause, disent-ils, ils ont inventé un appareil capable d'effacer les informations contenues sur les puces RFID et mis au point un procédé simple et efficace pour leurrer les systèmes biométriques. Nous intervenons à petite échelle. Nous étudions de près les techniques et leurs utilisations. Nous réfléchissons aux possibilités qu'offrent ces techniques et aux abus qu'elles permettraient. Chaque nouvelle technique lâchée sur le citoyen est examinée en fonction de ces critères. Et dans un deuxième temps, nous essayons de trouver le moyen de hacker la technique en question. C'est un appareil photo jetable très bon marché. Nous l'avons transformé en zapper de puce RFID. Je charge le flash ici, comme je le ferais si je voulais faire une photo. Je laisse encore charger pour qu'on puisse lire la puce. Et maintenant, on va voir si on peut encore lire des informations sur la puce. On ne lit plus rien. Voilà, j'ai rendu l'empreinte sur la bouteille bien plus visible. Pour la reproduire, on va la photographier et la retravailler en numérique. Puis, on essaie de bien l'étaler sur l'empreinte. On obtient, comme vous voyez, une copie mobile qui reproduit minutieusement la structure de la surface du doigt. Cette colle et ce film transparent fin épousent parfaitement le doigt. On voit à peine la copie. Le but est de leurrer le capteur biométrique de la souris. On essaie en posant le doigt recouvert de la copie. On vérifie, ça marche. And I'd better stand off my fingerprints. I could just wear gloves. Nah, they're upstairs. Il faut bien se rappeler une chose, les hackers trouvent toujours une solution. Organisateur des plus grands congrès de hackers, cet homme a emprunté son pseudonyme à Orwell. Comme l'un des personnages clés du roman 1984, il a pris le nom d'Emmanuel Goldstein. Je ne crois pas que cela ait un quelconque rapport avec le 11 septembre. Je crois plutôt que c'est ce que notre gouvernement a toujours voulu faire. Ficher et suivre les gens sans raison, les retenir sans preuve, espionner tout le monde, écouter les appels, voir qui appelle qui email qui, collecter toutes ces informations qu'ils n'auraient jamais pu avoir parce que ce n'est pas légal. Mais maintenant, on parle du 11 septembre et on dit on doit faire ça, il faut qu'on le fasse. Et puisque depuis il n'y a pas eu de deuxième 11 septembre, c'est bien que ça doit marcher. On n'est pas là pour tout casser ou pour être violent, mais franchement, parfois, on vous provoque tellement qu'il faut faire quelque chose. La plupart des gens sont conscients des dangers en société, des risques et des pressions du tout sécuritaire et d'un abus de surveillance, mais les gens ne savent pas comment faire pour s'en protéger.
Alors nous leur disons comment protéger leur vie privée, comment éviter que des yeux trop curieux pénètrent dans leur banque de données, qu'il s'agisse des yeux d'entreprise ou d'individus. Affranchir les utilisateurs des systèmes informatiques et des diktats de leurs fabricants, c'est tout le combat de ce chanteur très amateur, mais hacker de génie, qu'accompagne ici Gilberto Gil. Richard Stallman est une vraie star dans son domaine. C'est à lui qu'on doit Linux et OpenOffice, des programmes informatiques alternatifs, gratuits et sans licence. Ils permettent à l'utilisateur de contrer toute tentative d'intrusion informatique. Une vraie barrière pour protéger d'un coup ses données, sa vie privée et donc ses libertés. Les fournisseurs de ce genre de logiciel divisent les utilisateurs et les rendent impuissants. Ils les divisent en leur interdisant de partager leurs données avec d'autres personnes, et ils sont impuissants parce que les utilisateurs n'ont pas de code source. Ils ne peuvent rien modifier et rien vérifier de ce que le logiciel fait exactement en leur nom. Vous, moi, nous voyons constamment des connards accros au pouvoir nous traiter de communistes. Mais qu'est-ce qui peut bien leur faire dire une chose aussi absurde ? C'est qu'on les dérange dans leur projet pour contrôler tout le monde, alors que c'est eux qui érigent un système qui ressemble au communisme. Un système dictatorial. Il y a certains dossiers dans un ordinateur qui ne peuvent être ouverts que par des programmes bien spécifiques ou par un programme autorisé par un fournisseur désigné. Si vous utilisez une application pour inscrire vos données dans des dossiers, le programme utilisé en garde la trace et vous ne pourrez plus jamais utiliser une autre application pour lire ces mêmes dossiers. Ces données protégées enferment l'utilisateur à tout jamais dans un seul et unique système. Contre l'emprise sécuritaire qui est en son territoire, les résistants les plus héroïques ne sont pas forcément les plus en grande. Ils peuvent s'appeler Yann Clark, avoir 28 ans et une start-up dans la Silicon Valley. Yann Clark a inventé un réseau parallèle à Internet, Freenet, totalement clandestin et anonyme. Freenet est un logiciel qui peut être installé sur un ordinateur. Il est conçu pour permettre aux utilisateurs d'échanger des informations sur la toile sans peur d'être jamais censurés. Ce logiciel garantit un anonymat complet aux éditeurs comme aux consommateurs d'informations. J'offre donc des outils et des solutions aux personnes qui vivent sous des régimes politiques où ils ne peuvent pas exprimer leurs idées en toute liberté. Le gouvernement chinois dépense sûrement plus d'argent que n'importe quel autre gouvernement pour contrôler l'accès de la population chinoise à Internet. Sous des régimes encore plus répressifs, on peut se faire arrêter pour avoir consulté certains sites. Pouvoir offrir cette liberté d'expression aux internautes est bien plus gratifiant que tous les risques qui pourraient en résulter. À défaut d'être confrontés à des états policiers, les résistants de tout poil rusent. Ils rusent avec la police, ils rusent avec la loi pour tenter de réinventer leur désobéissance civile. Notre seule liberté qui demeure est celle de louvoyer entre les interdits et par ruse, par fraude, de faire attention à ne pas tomber sous le coup de la loi pénale et de la loi du gendarme. La mémoire policière va dans le sens de la voracité sécuritaire et le prélèvement désormais systématique d'ADN auprès de personnes qui ont été condamnées, même à des peines qui sont des courtes peines, procède de cette volonté de la puissance publique de surveiller l'individu. On a le devoir, effectivement, de résister à des choses qui sont dangereuses pour la société et pour l'avenir de la société. Et il ne faut pas laisser s'installer un État à caractère totalitaire. Je crois que si aujourd'hui on veut rentrer en résistance et opposer cette société sécuritaire à une société de liberté, eh ben, il faut passer par des refus individuels
en assumant les conséquences. En 2001, Benjamin Deseninck a arraché des plants de betteraves transgéniques. Condamné pour ces faits, il risque aujourd'hui jusqu'à 1 an de prison pour avoir refusé, lors de cette arrestation, de se soumettre à un prélèvement ADN conservé sur base de données. À l'époque, seuls les délinquants sexuels étaient soumis à cette obligation. Une obligation étendue aujourd'hui en France par la loi Sarkozy de 2003 à près de 137 infractions. Une simple présomption de délit suffit même parfois aux autorités pour exiger un échantillon d'ADN. Oui, arrêtez de filmer et sortez. Nous, on est en rupture complète avec l'État et on estime que l'État tel qu'il existe aujourd'hui dans sa forme, il est à la botte du capitalisme. Capitalisme qui est en rupture aujourd'hui et qui est dans un ralentissement économique et qui est dans une situation où il n'a pas d'autre moyen que de mettre en place une société de peur, de répression et une société totalitaire. Quand je dis tous les modes de lutte sont légitimes dans le cadre de la résistance effectivement à cette société sécuritaire qu'on est en train de vivre, j'entends effectivement tous les modes de lutte, y compris les modes qui passent par de l'action directe, à savoir effectivement détruire des bandes biométriques ou détruire des caméras ou pour les jeunes nîmois qui sont fichés dans leur lycée, détruire les codes barres et détruire tout le matériel qui peut servir à ficher les individus. Le procureur a déjà fixé rendez-vous pour la prochaine fois puisque malgré que je sois relaxé ou que je prenne 500 € d'amende ou autre chose, je serai effectivement de nouveau convoqué pour un nouveau prélèvement ADN. Merci. Devant un État qui se permet de faire du contrôle biométrique sur des enfants dans des cantines, effectivement, c'est légitime d'employer des moyens de destruction de ces moyens biométriques pour pouvoir pointer du doigt ces technologies. Tout le travail, il est de convaincre les gens que c'est important de désobéir pour pas que la machine, Big Brother, prenne de mauvaises habitudes. Après, c'est comment tu justifies donc le fait de détruire une borne, comment tu vas justifier auprès des enfants pourquoi tu l'as fait. Et pourquoi ce qui est pas cool, c'est pas de casser la borne, mais c'est de mettre son doigt. Et c'est là qu'est tout le travail, en fait. De la péter, c'est bien parce que ça existe. Il y a un précédent, ça a été fait. On a éclaté une borne. Mais pourquoi ? Si ces nouvelles formes de violence arrivent pour lutter contre ça, contre ces appareils, c'est que nous le méritons. C'est que nous ne sommes pas capables de prendre les mesures de discussion, de réflexion qui permettraient que certaines personnes ne voient pas d'autre solution que de recourir à la violence pour lutter contre des choses qu'elles pensent être monstrueuses. Et sur ce point-là, je suis d'accord avec elles. Ces choses sont monstrueuses. Face à Big Brother, cet ennemi au contour flou, les discours politiques et les modes d'action ou de résistance apparaissent hétéroclites et brouillons. Mais il faut dire que Big Brother est un retors, un ennemi intime, complexe et contradictoire. Pour nous, Big Brother, c'est le fou que nous avons tous au fond de nous. Voilà. Alors le problème, c'est que Big Brother n'existe pas. Parce que le fou que nous avons tous au fond de nous, il s'appelle Little Brother. Alors, de temps en temps, il y en a un qui dit « Je vous ai compris », sans référence gaulienne, hein, et qui dit « Je vais être le Big de vos Little ». Mais il n'y a pas de Big sans Little, de mon point de vue. En tout cas, le Big ne tiendrait pas longtemps. À peine aura-t-il proféré la première parole qui s'écroulerait tout seul s'il n'y avait pas tous les petits Little Brothers qui sont là pour applaudir. This must smash it up and this must smash it up and I'm gonna kill with you my mind. I'm gonna kill all by myself cause I know I will let you down cause I got so much inside but I ain't never let you go. I ain't never let you go. This must smash it up. This must smash it up. This must smash it up. This must smash it up.
La Grande-Bretagne n'est plus ce qu'elle était. Certes, on y trouve toujours des excentriques de tout poil et les bobbies continuent de patrouiller sans armes. Mais la Grande-Bretagne, c'est aussi une surveillance tous azimuts. Dès qu'il quitte son domicile, à moins qu'il vive dans une campagne reculée, tout citoyen britannique est filmé par des dizaines de caméras. Elles sont partout, accrochées aux lampadaires, aux façades des maisons, devant les pubs et dans les stations de métro. Les caméras de surveillance sont aussi dans les bus. Les écoles songent à les utiliser pour surveiller les élèves. Et un quartier de Londres va jusqu'à retransmettre ces images sur une chaîne locale de télévision pour tester la réaction des habitants. Mais que sont devenus les Britanniques, ces champions de l'individualisme forcené, à cheval sur leurs libertés individuelles? Il y a peu, ils s'opposaient encore à l'introduction de la carte d'identité obligatoire au nom du respect des libertés. L'exemple du continent européen était inimaginable outre-Manche. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne de Tony Blair préfigure ce qui pourrait bientôt arriver en France ou en Allemagne. La transformation, pas à pas, de l'état de droit en état de prévention. Un état où la lutte contre la criminalité justifie les mesures les plus extrêmes. Pour terminer cette théma, je vous propose une visite guidée et critique de Londres, la capitale mondiale de la surveillance, un véritable laboratoire des nouvelles technologies de contrôle. Londres, que David Carr Brown appelle désormais Big Brother City. Discrètement, progressivement, méthodiquement, le piège, tel une toile d'araignée, s'est refermé sur Londres. Au nom du principe de précaution, les caméras de surveillance ont, en quelques années, pris possession de la ville. Londres, la cité des libertés individuelles, vit désormais sous très haute surveillance. Par crainte, par paranoïa, par docilité ou par indifférence, les Britanniques, dans un flegme très british, s'émeuvent étonnamment peu de cette évolution vers le tout sécuritaire. Et pourtant, 4 millions de caméras quadrillent leur ville, soit une pour 14 habitants. Londres bat ainsi tous les records. Elle est aujourd'hui la ville la plus surveillée du monde. Pas un déplacement, pas un mouvement ne peut échapper à la vigilance électronique. Dans les rues, les bâtiments, les transports, un Londonien peut être filmé plus de 300 fois par jour. La société britannique semble définitivement entrer dans l'ère orwellienne. Derrière cette allure de gentil Tintin reporter se cache l'un des journalistes les plus redoutés des services de renseignement de la planète. Duncan Campbell est le plus grand spécialiste des questions de surveillance. Le monde du renseignement redoute le moindre de ses articles. Depuis le 11 septembre, j'ai une autre activité. Je travaille en matière d'électronique et d'informatique pour les tribunaux, en expertisant les données de disques durs saisies par la police. J'aborde donc le domaine de la surveillance comme journaliste d'investigation, comme personne surveillée et comme expert de la surveillance, avec, je l'espère, une bonne connaissance des risques et de l'efficacité de certaines des méthodes en usage aujourd'hui. Comment en douter quand on sait que c'est lui, Duncan Campbell, qui a révélé l'existence du réseau Echelon, le plus important réseau américain d'espionnage mondial des télécommunications. Dans une gare comme celle-ci, le nombre d'outils de surveillance est phénoménal. Leur pouvoir aussi. Ils épient à chaque seconde, chaque mouvement de toute personne. Dans un lieu où transitent beaucoup de voyageurs, ce type d'opération est clairement utilisé pour des raisons de sécurité.
Mais quand vous utilisez autant de moyens, que vous les miniaturisez de plus en plus, vous masquant aussi derrière les écrans de contrôle pour être invisible. Toutes ces données enregistrées en permanence sans aucun contrôle, que deviennent-elles? Les gens ne le remarquent pas, ils s'en moquent, et de toute façon ils savent qu'ils ne peuvent rien y faire. Épiés, surveillés, les Britanniques avancent tranquillement vers une société cadenassée par ses peurs. Londres se sent vulnérable. Le progrès technologique la rassure. Aujourd'hui, il s'organise en un véritable maillage. Westminster, le quartier le plus touristique de la capitale, est aussi le plus observé. Ici, caméras de police, caméras privées et caméras de la mairie ont toutes été placées en réseau. Un réseau dont les autorités sont particulièrement fières. Un réseau équipé de la salle de vidéosurveillance la plus moderne d'Europe. Nous avons 120 caméras fixes qui sont utilisées ici. Mais nous avons aussi développé ce que l'on appelle le Wi-Fi, un système sans câble. Nous avons en ce moment 40 de ces caméras en place dans le quartier de Soho et ses HLM. Ces caméras sont faciles à installer. Nous n'avons pas à creuser de grosses tranchées dans le sol pour faire passer les câbles. Nous pouvons par exemple les fixer à un lampadaire et elles sont directement alimentées par l'électricité de ce lampadaire. Cela nous permet donc de les utiliser dans des quartiers sensibles. S'il y a des problèmes à un certain endroit, du bruit par exemple, nous mettons une caméra. Nous surveillons pendant quelques semaines, puis nous identifions le problème. C'est une manière efficace de le gérer. Toutes installées au nom de la sécurité de ses habitants, ces caméras servent aussi, histoire de financer les installations, à verbaliser les automobilistes londoniens. Je n'ai pas créé d'embouteillage, il n'y avait rien en vue. J'ai tourné là, à droite, je l'ai fait pendant des années sans avoir de problème. Et d'un seul coup, ils installent une caméra sans prévenir, et j'ai eu 2 amendes. Maintenant, vous ne pouvez plus aller nulle part en voiture ou à pied sans être suivi. Même dans les ruelles, on est suivi de partout. C'est bien pour la sécurité publique, mais est-ce qu'ils l'utilisent vraiment pour les bonnes raisons? Sur la droite, là, juste devant, c'est la caméra qui utilise les ANPR. Vous l'avez vue? Elle est là. En voilà une autre sur la chicane. Les ANPR sont des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation. Ce sont des petits ordinateurs électroniques reliés à la caméra, utilisés pour analyser l'image, prendre la plaque d'immatriculation et la transformer en information numérique, qui est ensuite transférée pour identifier le déplacement des véhicules. Identification possible, c'est un must, de jour comme de nuit. À Londres, péage urbain oblige, elle surveille de près les voitures non autorisées à circuler dans le centre-ville. À cet arsenal de surveillance, il faut ajouter les unités mobiles. Reliées, et c'est une spécificité britannique, à un ordinateur central qui organise et comptabilise l'ensemble des déplacements, elles peuvent arrêter tout véhicule signalé recherché, pour défaut d'assurance, amende non payée ou délit plus grave. Le nouveau système que nous utilisons garantit une efficacité de plus ou moins 98%. Ce système est utilisé par toute la police métropolitaine. Nous n'avons pas d'endroit précis où aller. Si certaines divisions ont des problèmes et qu'elles ont besoin d'aide, elles nous appellent en demandant notre soutien. Mais cette technologie peut s'appliquer dans d'autres domaines. Le traçage des déplacements des voitures permet de dresser le profil marketing de leurs propriétaires. Des banques, des usines, des hôtels et des supermarchés s'y sont déjà intéressés. Elle est actuellement mise en place sur tout le réseau autoroutier. Le système permettra ainsi de créer une immense banque de données des déplacements motorisés. Ici, tout est enregistré, conservé, utilisé. Une fois qu'une copie est réalisée, elle n'est pas détruite. Elle est stockée par la police. Très bien, bye bye.
Le système de caméras de surveillance est largement accepté par la population à Westminster. Nous faisons très attention à l'utiliser de manière responsable. Par exemple, nous avons des effets spéciaux sur les caméras. Si l'on filme la fenêtre d'une chambre ou d'une salle de bain chez quelqu'un, les opérateurs ne peuvent pas voir à l'intérieur grâce à l'utilisation de pixels à l'écran. Nous avons fait de gros efforts pour être sûrs que les droits de l'homme sont respectés. Il y a donc une grande adhésion à ce système et les gens veulent avoir des caméras dans leur quartier. Une adhésion sans limite, poussée parfois jusqu'au voyeurisme. À Londres, Spymaster, le plus grand magasin d'espionnage domestique d'Europe, a pignon sur rue. Nous avons des caméras miniatures. Regardez comme la lentille est petite. Ça a l'air d'une tête d'épingle. Vous n'avez qu'à faire un tout petit trou dans l'objet et vous pouvez cacher la caméra assez facilement. Elle restitue l'image et le son. Juste pour vous donner une idée, nous cachons les caméras dans des paquets de cigarettes, des téléphones portables. Nicolas n'a pas hésité. Déterminé à mettre la main sur celui qui s'acharne régulièrement sur sa voiture, il applique à la lettre les règles du parfait Little Brother. Beaucoup de nos clients nous apportent un objet de leur maison ou de leur bureau. Nos techniciens ouvrent ces objets pour y placer la caméra. Ça arrive souvent ici. Il y a beaucoup de problèmes familiaux. Nous avons des clients qui sont en période de divorce ou qui ont des problèmes avec leur conjoint. Ils s'inquiètent d'être espionnés, d'avoir leur téléphone sur écoute ou d'être épiés quand leur conjoint est absent. Ou bien, ils sont suspicieux de leur conjoint. Alors ils viennent acheter l'équipement vidéo et son pour savoir ce qu'il se passe. J'aimerais bien me dire que nous ne sommes pas une société de paranoïaques, qu'il pourrait y avoir de bonnes raisons pour que quelqu'un m'espionne ou me mette sur écoute. Si je suis une personne respectable et que je mène correctement ma vie, alors je me dis que personne n'aura l'intention d'entendre ou de voir ce que je fais. Pas si sûr. Depuis l'été 2006, un projet pilote mené à Shoreditch, un quartier difficile de l'Est de Londres, pousse la logique de la vidéosurveillance à son paroxysme. La société Digital Bridge propose ainsi aux résidents de s'abonner à un réseau câblé, Shoreditch TV, qui donne accès aux caméras de surveillance de la rue. Ce projet est financé en partie par l'Union européenne, une sorte de test laboratoire avant d'envisager son implantation sur l'ensemble de la capitale. Pour l'instant, les gens n'ont pas accès à la CCTV. Tout passe par le système central. D'une certaine manière, si nous donnons l'accès aux gens, on inverse toute l'idée de ce qu'est Big Brother et de ce qu'est la surveillance. Plutôt que d'avoir un organisme de surveillance central, c'est la communauté qui surveille. Ça démocratise le système et les gens ont plus confiance parce qu'ils sont eux-mêmes acteurs de la surveillance. Mike a été l'un des premiers à s'abonner à ce programme. Victime d'une agression, c'est l'argument sécuritaire qui l'a convaincu. Je marchais ici tout seul un soir. Et on m'a attaqué. On m'a frappé derrière la tête. Je venais d'ouvrir ma porte d'entrée. Comme ça. Et on m'a frappé derrière la tête. Ça ne m'a pas assommé. Je me suis retourné et j'ai vu ces deux mecs se jeter sur moi. Le mec de derrière m'a tapé sur la tête avec une matraque cloutée. Heureusement, j'ai fermé la porte.
Ce que les résidents obtiennent avec les caméras de surveillance, c'est un accès au réseau du quartier. Ils voient tout le quartier et ses alentours et peuvent intervenir. S'ils voient quelque chose de suspect, on leur conseille d'appeler le numéro à l'écran. Ils sont alors mis en relation avec la centrale de surveillance du quartier. À partir de là, la centrale prend le contrôle des caméras et peut zoomer pour voir ce qui se passe. Mais de la douzaine de caméras initialement prévues, il n'en reste que 2 en état de marche. Une vraie déception pour Mike et d'autres abonnés qui s'attendaient à de meilleurs résultats. Je regardais la chaîne hier soir. On peut voir des voitures et une personne qui bouge. Mais ce n'est qu'une vue générale. On ne peut pas voir qui est cette personne. Elle a la taille d'une fourmi. Ils ont dit que les choses vont changer. Combien de caméras ils ont dit qu'ils allaient mettre déjà? Quelque chose comme 30 ou 40. 30 ou 40 caméras. Ils ont aussi dit qu'ils allaient les relier avec celles de la police et celles du contrôle de la circulation. Pas toutes les caméras, mais quelques-unes. Et leurs caméras peuvent zoomer et dézoomer. Mais nous, on ne peut pas faire ça sur nos télés. Crime Channel, une chaîne thématique de ce réseau câblé, diffuse uniquement des sujets sur l'activité de la police du quartier. Un effet loupe plus qu'un effet miroir, qui dramatise, qui amplifie encore plus la criminalité du secteur, en incitant les abonnés à réagir aux sujets diffusés. Ils ont fait un sondage. Question, quelle méthode pensez-vous être la plus efficace pour lutter contre la violence? 33,3% ont voté pour plus de police. C'est le meilleur score, avec des punitions plus sévères à 39%. Mais la police, dans le quartier, reste encore sceptique sur cette nouvelle utilisation de la vidéosurveillance. Je veux qu'on mette des caméras de surveillance par ici, beaucoup plus, pour qu'on puisse voir ces connards nous casser la gueule. Connards de flics. S'ils ne portaient pas leur uniforme, je leur casserais la gueule, je te le jure, je leur exploserais la tête. En attendant, dans les pubs de Shoreditch, les avis sont plus modérés. Si leur système marchait vraiment, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup plus d'abonnés. Mais si ça leur a coûté 12,5 millions de livres sterling du budget européen pour mettre en place un système très simple avec une infrastructure à 2 caméras. À 6 millions de livres sterling la caméra, est-ce que c'est possible financièrement d'en installer 30 ou 40? C'est le comportement typique des Britanniques. Si le gouvernement a dit c'est comme ça, alors c'est comme ça. C'est presque comme si on était toujours en guerre. Et puis, il n'y a pas que les caméras de surveillance telles que nous les connaissons. Il y a aussi d'autres moyens pour nous espionner. Des drones qui vont nous survoler. Ça se passe déjà. Tu as bien entendu parler dans le coin pendant les 12 derniers mois des nuits où les hélicoptères de police tournaient dans le ciel et observaient le sol. Dans un sens, ton cauchemar orwellien a déjà commencé. Oui, tout à fait. Les patrouilles. C'est ainsi que dans 1984, son roman culte, George Orwell a ses drôles d'engins à hélices. Pouvait-il imaginer alors que quelques décennies plus tard, le gouvernement britannique irait encore plus loin, faire survoler la ville par des drones munis de caméras? Un projet prévu pour les Jeux Olympiques de 2012. Un curieux de service, une concierge électronique, pourrait s'asseoir dans sa loge, là, et enregistrer tout ce qui se dit et dire « Ah ah, j'ai la preuve que telle ou telle personne n'est pas fidèle avec son mari, ou sa femme, ou son petit ami. » Toutes ces infos peuvent alors être gardées et utilisées pour d'autres raisons. Donc, l'idée d'utiliser les gens du quartier pour qu'ils soient leurs propres gardiens ou sentinelles, avec les systèmes de caméras auxquels ils peuvent accéder sans que personne ne le sache, c'est une idée très dangereuse. C'est un pas vers une société où tout le monde surveille tout le monde. Je pense qu'à travers ce réseau de caméras de surveillance, ils utilisent le public pour faire leur travail. C'est plein de Little Brothers qui font le travail de Big Brother.
Ce n'est pas la première fois que la télévision est utilisée pour recruter des Little Brothers. Ironie du sort, c'est en 1984 que la BBC lançait une de ses émissions les plus populaires. Crime Watch, une émission où les reconstitutions de scènes de crime s'appuient largement sur la vidéosurveillance. Là, il y a un homme de l'autre côté de la rue qui traverse pour être du même côté de la route que moi. J'ai remarqué une ombre à côté de moi, alors je me suis mise sur le côté pour le laisser passer. Il s'est retourné et m'a abordé. On a continué à parler, mais il m'a attrapé et a essayé de m'emmener vers les buissons. J'ai besoin de quelqu'un immédiatement. Cet homme emmène la jeune femme vers les buissons. Il se dirige vers le parking, vers l'arrière de la station essence. Si vous voyez quelqu'un taper une vieille dame dans la rue ou donner un coup de pied dans la tête à un homme à la sortie du pub le vendredi soir, ou si vous voyez quelqu'un se faire voler son sac ou des convoyeurs se faire taper et voler leur chargement, nous diffuserons les images de surveillance. Car si on peut trouver des informations sur les gens qui font ça, c'est la meilleure piste pour les attraper. J'ai couru vers la station en me disant que la police serait déjà sur son chemin. Je leur ai montré et ils sont partis derrière lui. Le réseau de caméras de la ville permettra de reconstituer son parcours cette nuit-là. Elles n'auront pourtant pas permis d'empêcher l'agression ni d'arrêter l'agresseur. C'est le coup de téléphone d'un téléspectateur qui mettra la police sur sa piste. L'homme sera finalement confondu par son ADN. En Grande-Bretagne, les bases de données génétiques constituent une forme de surveillance beaucoup plus discrète, encore plus insidieuse. En 2003, le gouvernement avait proposé de ficher le génome de tous les nouveau-nés. Rejeté par 2 comités scientifiques, le projet de loi n'est finalement jamais arrivé au Parlement. Mais l'obsession du fichage génétique persiste, grâce notamment à l'extension des fichiers policiers, des fichiers qui ne sont plus seulement réservés aux coupables. On s'est aperçu que la police ne détruisait jamais les analyses ADN des personnes reconnues innocentes. Pour s'en justifier, il disait que ces personnes avaient le profil d'agresseurs potentiels. C'était les bandits de demain. La loi a donc été changée pour qu'ils puissent garder ces informations. Ils ont dit ensuite, pourquoi devrions-nous seulement nous occuper des grands criminels? Si les gens ont été pris dans le système, on devrait en profiter pour prendre leur ADN, pour que nos banques de données deviennent de plus en plus performantes. Maintenant, des gens qui ne sont même pas accusés, de simples témoins, se voient demander leur ADN au cours des enquêtes, sans même se rendre compte qu'ils vont nourrir les banques de données. Par le passé, en Europe, des fonctionnaires descendants d'autres fonctionnaires formés par Napoléon commençaient déjà à saisir des données sur les origines raciales des personnes. Ils ne se doutaient pas qu'un jour, on amènerait les Juifs suite aux purges vers l'Holocauste pour qu'ils disparaissent en masse. Et pourtant, c'est arrivé. C'est ça le danger de créer des fichiers sans fondement, des fichiers parce que c'est facile, des fichiers parce que si on n'a pas de raison de les créer aujourd'hui, on en trouvera peut-être une dans le futur. Un futur chargé d'autres menaces. À 45 minutes du centre de Londres, à l'université de Reading, le professeur Warwick prépare l'avenir. Hello, Professor Warwick. Ses domaines de recherche, la cybernétique, la robotique et l'intelligence artificielle. Son objectif, transformer l'homme en cyborg. Je vous présente Mogwai. Ça veut dire fantôme magique en chinois. Ça fait un peu peur. En fait, il a 5 sens. La vue et l'ouïe,
comme les êtres humains, mais il a aussi des ultrasoniques dans son front, une lèvre supérieure infrarouge et un radar dans son nez. Il peut recevoir des informations sensorielles des objets ou des gens et il peut les identifier de plusieurs manières. On essaie de rassembler tous ces renseignements pour comprimer ces données comme dans un cerveau humain. Pour atteindre ces objectifs, le professeur Warwick fixe en 2003 un microprocesseur sur son système nerveux. Il lui permet de contrôler à distance robots et ordinateurs. Première étape d'une transformation plus radicale. Avant la fin de la décennie, il envisage de connecter cerveau humain et cerveau artificiel. Et ensuite, le côté passionnant, le but final, si votre cerveau est relié par un câble à un ordinateur, vous partagez la mémoire avec le système de l'ordinateur. Vous avez alors un accès instantané à sa mémoire. Et bien sûr, le système de l'ordinateur a un accès instantané à votre mémoire humaine. Un jour, la technologie sera disponible pour les gouvernements et pour la police, pour surveiller ce qui se passe dans le cerveau des gens, comme ça se passe déjà dans de nombreux films de science-fiction. Par exemple, pour faire ressurgir certains souvenirs. Si vous dites « Non, je n'ai pas tué cette personne », la police pourra chercher dans votre mémoire. Vous aurez toujours le souvenir du meurtre. Si l'implant est connecté au système nerveux de la personne, alors les expériences avec les animaux tels que les rats nous montrent que les mouvements d'une personne peuvent être télécommandés à partir d'un ordinateur. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la science. On le fait sur les rats en ce moment en laboratoire, donc la possibilité que les humains soient télécommandés, si quelqu'un voulait le faire, est techniquement possible. Dans la course entre l'homme et la machine, le professeur Warwick a choisi. La cybernétique, pour lui, et depuis longtemps, est bien l'avenir de l'homme. Un avenir sous total contrôle. Orwell les avait pourtant mis en garde. Mais les Britanniques, inquiets pour leur sécurité, semblent prêts à en accepter toutes les dérives. Quitte à y perdre beaucoup plus encore. Une des grandes figures du siècle des Lumières, Benjamin Franklin, avait souligné que ceux qui vendraient un peu de liberté pour gagner quelques instants de sécurité ne méritaient ni l'un ni l'autre, ni sécurité, ni liberté. Sans sécurité, pas de liberté, et inversement. Mais l'équilibre entre les deux est fragile et en constante évolution. Depuis quelques années, la balance penche indéniablement du côté de la sécurité. C'est ce que nous avons voulu vous montrer dans cette soirée Théma. Un dossier complet sur la cybersurveillance et les formes de résistance citoyenne qu'elle suscite est disponible sur notre site internet arte.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à toutes et à tous.